La plupart des gens n'est pas prête à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie. Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne. Il ne se hérite pas. Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui.
Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale. Cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition. Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coup est invisible au début,
mais ils s'accumulent comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne, dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité. Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions. Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais,
en transformant chaque interruption en source d'anxiété. Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange. Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort.
Mais cette logique est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre. Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle. Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit.
Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées. Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline, pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent. Si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres. Mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain. C'est un processus d'ajustement quotidien. D'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même.
ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes. L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne. Celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas. Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours.
Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. La plupart des gens restera distraite, parlant trop, cherchant validation sur des écrans et perdant leur temps dans des comparaisons inutiles. La vérité inconfortable est que 2026 n'aura pas de patience pour ceux qui ne prennent pas au sérieux le contrôle de leur vie. S'exposer, réagir à tout, expliquer chaque limite, épuise ton énergie et te rend vulnérable. Personne ne viendra te sauver de la dispersion ni de l'auto-tromperie. Si tu ne coupes pas avec les vieilles habitudes, tu vas rester coincé, répétant des excuses pendant que d'autres avancent en silence. Il ne s'agit pas de motivation bon marché ni de belles phrases, mais de la réalité de chaque jour. Si tu ne filtres pas ce que tu consommes, ce que tu dis et ce que tu laisses entrer dans ton esprit, il n'y a pas de discipline qui tienne. Chaque minute que tu passes à justifier tes limites, à chercher l'approbation ou à réagir impulsivement est une fracture de plus dans ton caractère. Le monde ne te doit pas de reconnaissance et ta transformation n'a pas besoin de spectateurs. Il y a un coût psychologique à vivre en fonction de l'opinion des autres et chaque fois que tu choisis le bruit au lieu du silence, tu paies ce prix avec ta propre avancée. Changer n'est pas optionnel pour ceux qui veulent se démarquer. C'est un devoir envers soi-même. Discipline sans témoin, concentration sans comparaison, douleur transformée en moteur. C'est seulement ainsi que tu évites de rester en arrière. 2026 appartient à ceux qui osent briser le moule. Ne sois pas surpris du prix de ne pas changer. 1. Protège ton énergie avec un silence intentionnel. La plupart des gens ne échouent pas par manque de talent, mais parce qu'ils gaspillent leur énergie à parler trop et à s'exposer sans raison. Que cela te plaise ou non, chaque fois que tu ouvres la bouche sans but, tu laisses échapper une partie de ta force. De nos jours, tout le monde semble obsédé par le partage du moindre détail de sa vie, comme si la surexposition était un accomplissement ou une obligation. Mais la vérité est celle-ci. Plus tu es facile à lire, plus tu es facile à manipuler et à épuiser. Le silence intentionnel n'est pas se taire par peur, c'est se taire par stratégie. C'est décider consciemment à qui tu permets d'accéder à tes pensées, tes processus et tes plans. Combien de fois vomis-tu tes idées et émotions dans n'importe quelle oreille disponible, juste pour te sentir validé pendant un instant? Ce n'est pas de l'authenticité, c'est une faiblesse camouflée en honnêteté. Celui qui a besoin d'approbation externe pour maintenir son chemin n'a pas de chemin propre, juste une route empruntée et fragile. Le vrai silence pèse, et c'est pourquoi la plupart l'évitent. Parler moins est une discipline douloureuse, car elle oblige à faire face à l'inconfort de ta propre pensée. Mais voici le point. Toute cette énergie que tu économises en évitant les conversations futiles, en n'expliquant pas chaque mouvement, en ne justifiant pas tes décisions, se transforme en pouvoir accumulé. Le silence est un investissement, pas une perte. Les personnes qui progresseront vraiment en 2026 ne seront pas celles qui crient le plus, mais celles qui savent quand et comment garder leurs mots. La surexposition est une dette émotionnelle qui se paie cher. Chaque fois que tu t'ouvres à quelqu'un qui ne le mérite pas, chaque fois que tu expliques tes rêves à quelqu'un qui ne les comprend pas, tu te vides un peu plus. Et non, tu n'es pas plus libre en disant tout. Tu es plus vulnérable, plus prévisible, plus faible. La discipline du silence ne consiste pas à devenir un fantôme social, mais à protéger l'intégrité de ton processus. Tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu penses, ni de valider ce que tu ressens. Celui qui vit en s'expliquant finit par perdre le respect de soi et à remettre le contrôle de ses émotions aux autres. Si tu n'es pas capable de supporter le poids de ton propre silence, n'importe quelle opinion externe te fera bouger comme une feuille au vent. C'est aussi simple que cela. Arrête de chercher des spectateurs, arrête de chercher des témoins. La véritable transformation se produit en privé, sur le terrain où personne n'applaudit ni ne remet en question, juste toi et ta vérité. Si tu n'apprends pas à protéger ton énergie en fermant la bouche à temps, tu vas continuer à être esclave des réactions et des attentes des autres. Se taire, c'est construire un muscle mental.
Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction automatique, tu renforces le filtre qui te protège de l'épuisement émotionnel. Tout le monde ne mérite pas ta version sans filtre. Tout le monde ne peut pas supporter le poids de ce que tu as à l'intérieur. Parler moins, c'est réserver ta force pour ce qui compte vraiment. Tes actions, ton progrès, ta transformation. Les personnes qui réalisent quelque chose de différent en 2026 seront celles qui comprennent que l'énergie ne se donne pas, elle se protège avec des limites claires et un silence sélectif. Ne sois pas un de plus qui se vide pour s'intégrer. Sois celui qui se vide d'excuses et se remplit de discipline. Le silence n'est pas absence, c'est présence multipliée. La voix la plus forte est celle qui sait quand se taire. Arrête de te comparer. Concentre-toi sur ton chemin. Tu regardes ton téléphone en te brossant les dents et tu vois, sans le vouloir, une image que tu n'as pas cherchée. Quelqu'un qui a étudié la même chose que toi. Quelqu'un qui, il y a quelques années, semblait être sur la même ligne de départ que toi, maintenant apparaît dans un bureau luxueux ou sur une plage isolée, souriant à la caméra avec cette expression de victoire silencieuse. Pas besoin de vouloir te comparer, ta tête le fait toute seule. Le compte à rebours invisible commence. Qui est allé plus loin, qui a plus, qui semble vivre plus léger. Le mécanisme est automatique, presque impossible à arrêter sur le moment. Tu sens comment une voix intérieure s'active et te dresse la liste de tout ce qu'il te manque, te punit pour chaque retard supposé, te demande des résultats que tu ne sais même pas si tu désires vraiment. Se comparer est un reflet appris, une habitude toxique que beaucoup traînent depuis l'enfance. C'est comme porter un poids supplémentaire dans le sac à dos, un poids que personne ne t'a demandé de porter, mais que tu traînes quand même chaque jour. Et le pire, le monde moderne a perfectionné ce piège. Avant, tu te comparais avec le voisin, maintenant avec des millions en même temps, filtrés, retouchés, irréels. La comparaison constante est une fuite silencieuse d'énergie. Chaque fois que tu te laisses entraîner par cet élan, tu perds de vue ce que tu peux réellement contrôler, ton propre parcours. Personne ne te raconte les sacrifices derrière chaque photo. Personne ne montre le vrai prix de ses réussites. Pourtant, ta tête construit des histoires complètes à partir de miettes visuelles. Tu te convaincs qu'ils avancent plus vite, qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont nés avec des avantages qui t'ont été refusés. Cette narration te vole ta clarté. Tu commences à remettre en question tes décisions, non par conviction, mais par la pression de ne pas rester en arrière. Le résultat est un cycle de frustration qui ne finit jamais et qui te pousse à prendre des raccourcis, à changer de direction chaque fois que tu vois une vie supposément meilleure que la tienne. C'est ainsi que l'on perd le cap, non par manque de talent, mais parce qu'on est trop préoccupé par les chemins des autres. Être obsédé par le parcours des autres est la façon la plus sûre de trahir le tien. Personne ne peut construire une vie authentique tout en regardant du coin de l'œil les autres. La comparaison est un filtre qui déforme la perception, fait que tes réussites semblent insignifiantes et tes erreurs impardonnables. Et le plus grave, elles te déconnectent de ton propre processus d'apprentissage. Quand la mesure est toujours externe, tu ne te sentiras jamais suffisant, quoi que tu fasses. Le premier pas pour sortir de ce piège n'est pas d'ignorer les autres, c'est d'apprendre à écouter ce que tu veux vraiment, même si c'est inconfortable de l'admettre. Cela nécessite du courage de rompre avec le schéma de regarder sur les côtés et de tourner le regard vers l'intérieur. Il n'y a aucun mérite à arriver rapidement à une destination qui n'a jamais été la tienne. La vraie discipline commence quand tu cesses de poursuivre des standards extérieurs et que tu t'engages envers ton propre développement, même si personne ne le voit, même si personne ne le célèbre. Tu dois protéger ton attention contre la tentation de mesurer chaque pas selon la vie des autres. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une décision quotidienne, une sorte d'entraînement à contre-courant. Le véritable progrès est silencieux et souvent inconfortable. Tu es responsable du chemin que tu choisis et aussi de la distraction que tu permets. Souviens-toi de cela. Personne ne peut te voler ton processus, mais tu peux le donner en te comparant. Arrête de regarder à l'extérieur, commence à construire de l'intérieur.
La seule compétition qui compte est contre la version que tu étais hier. La comparaison est une dette émotionnelle. L'attention, un investissement que seul toi décides de faire. 3. Supporte la solitude, renforce ton caractère. Je dois l'admettre, il y a des jours où la solitude pèse plus que je ne le voudrais. Ce n'est pas la solitude physique, celle-là est facile à combler avec du bruit, des écrans ou des gens. C'est l'autre, celle qui apparaît quand je décide de cesser de me distraire et de faire face à mes propres décisions, à mes manques, à tout ce que j'ai évité d'analyser en profondeur. Supporter ce vide sans fuir est inconfortable. Mais ce que j'ai compris, à force de coups et de recul, c'est que cet inconfort est le filtre naturel qui sépare ceux qui ne font que fantasmer sur le changement de ceux qui le réalisent vraiment. La peur de la solitude fonctionne comme une encre invisible. Elle te maintient collé à des routines médiocres, à des relations qui ne comptent plus, à des conversations qui ne te transforment pas, simplement parce que tu crains de rester seul avec tes pensées les plus basiques et tes questions non résolues. La plupart choisissent de remplir n'importe quel vide existentiel avec du bruit extérieur par incapacité à tolérer même une minute de silence intérieur. Mais cette urgence à fuir, à diluer la douleur de l'isolement, finit toujours par affaiblir le caractère. Éviter la solitude, c'est comme éviter l'entraînement. On a l'impression d'épargner la douleur, mais en réalité, on se condamne à la fragilité. Quand tu analyses froidement les moments les plus décisifs de tout processus de transformation, il y a un schéma qui se répète. La grande majorité se produit dans des espaces de solitude volontaire. Ce n'est pas un hasard. Sans témoin, sans public et sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit, c'est quand tu peux enfin écouter ce que tu penses et ressens vraiment, sans filtre ni apparence. La solitude forcée est parfois cruelle, mais la solitude choisie est celle qui te permet de réécrire le scénario de ta vie. C'est un laboratoire où tu découvres à quel point tu as vécu en pilote automatique, répétant des schémas hérités, reportant des décisions importantes et cherchant refuge dans la validation des autres. Passer du temps seul n'est pas une punition. C'est une stratégie d'autodiagnostic, la seule façon d'exposer les lacunes de ta propre structure mentale et émotionnelle. Personne ne renforce son caractère entouré d'applaudissements. Le caractère se forge exactement là où personne ne te voit, quand c'est toi qui décides si tu restes ferme ou si tu te laisses emporter par le confort de ce que tu connais. Il y a une conséquence claire à éviter la solitude. Tu deviens dépendant de ton environnement pour réguler tes émotions et définir ta valeur. Si tu ne supportes pas d'être avec toi-même, tu deviens accro à la compagnie facile, aux opinions des autres, à la fausse sécurité que donnent les relations superficielles. Cette dépendance est la fracture qui coûte le plus cher, car au moment où la vie te laisse sans ses soutiens externes, tu te retrouves sans ressources internes pour te maintenir. Renforcer le caractère implique d'abord d'identifier tous ces moments où tu fuis l'inconfort, et ensuite de décider consciemment de les affronter au lieu de les anesthésier. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de résistance. Celui qui supporte la solitude développe un filtre naturel contre la manipulation émotionnelle et la pression sociale. Là est la différence. La solitude ne détruit que ceux qui ne l'ont jamais vraiment affrontée. Les autres l'utilisent comme un entraînement pour durcir leur volonté et pour protéger leur concentration. Le conseil est simple mais pas facile. Apprends à rester avec toi-même sans distraction, même si cela fait mal. Permets-toi de sentir le vide, d'écouter les questions inconfortables, d'analyser tes propres contradictions. Transformer l'inconfort en discipline est le pas que la plupart ne franchissent jamais. Et c'est pourquoi la plupart ne changent jamais vraiment. Supporter la solitude renforce le caractère parce que cela t'oblige à construire une base interne qui ne dépend de rien ni de personne. Personne ne peut s'entraîner à ta place. Personne ne peut supporter tes silences pour toi. Le caractère se mesure quand personne ne regarde et il ne grandit que lorsque tu choisis de ne pas fuir. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège mal compris. Accepte le défi, rends-toi fort,
là où les autres abandonnent. L'inconfort est le prix de la liberté. 4. Maîtrisez vos impulsions avant de réagir. Un doigt suspendu sur le bouton d'envoi, la tension dans la mâchoire, le pouls à peine altéré. À cet instant microscopique avant d'agir, votre corps révèle déjà ce que votre esprit tente de masquer. L'impulsion est comme un ressort chargé. Vous pouvez sentir la pression s'accumuler dans la poitrine, cette urgence électrique qui parcourt les muscles et qui demande à sortir sous forme de mots, de gestes ou de réactions immédiates. Il est facile de se laisser emporter. Une notification inattendue, un commentaire qui pique votre fierté, un regard que vous interprétez comme un défi. La réaction automatique est un soulagement fugace, comme relâcher le ressort et voir l'énergie se disperser sans contrôle. Mais là est le problème. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion, vous perdez une partie de votre maîtrise intérieure. Vous remettez le contrôle de votre vie à des forces extérieures et vous vous retrouvez piégé dans un cycle qui ne construit jamais rien de solide. Apprendre à maîtriser les impulsions n'est pas une question de répression rigide ni d'indifférence feinte. C'est développer la capacité de faire une pause, de supporter l'inconfort dans cette marge étroite avant de répondre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes très concrets. Vous avalez votre salive avant de donner une réponse qui, vous le savez, ne servira qu'à alimenter une discussion inutile. Vous baissez les yeux et comptez jusqu'à 3 avant de répondre à un message chargé de ressentiment. Vous fermez la bouche lorsque l'ego exige que vous vous défendiez à tout prix. Ces secondes de rétention sont minuscules pour le monde, mais monumentales pour votre caractère. Ce que la plupart appellent le contrôle de soi n'est rien d'autre que la décision de ne pas être esclave de la première émotion qui apparaît. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions devient prévisible. Il répond toujours de la même manière, tombe toujours dans les mêmes pièges, dépense toujours son énergie dans ce qui ne compte pas. Il y a une différence brutale entre sentir et réagir. Sentir est inévitable, l'émotion surgit, frappe, secoue. Réagir, c'est choisir de remettre le gouvernail à cet instant, de permettre à l'émotion de décider à votre place. Le contrôle de soi n'est pas une anesthésie. C'est choisir le moment et la forme. C'est s'observer de l'extérieur, comme si vous pouviez voir votre propre visage se tendre ou vos poings se fermer, et décider de ne pas céder. C'est ainsi que se construit la force invisible qui soutient ceux qui avancent, tandis que les autres s'épuisent à se battre dans des batailles inutiles. Chaque action impulsive est une dette que vous devez ensuite payer avec des regrets, avec des explications inutiles, avec des relations fracturées. En revanche, chaque fois que vous maîtrisez l'impulsion, vous accumulez du crédit interne, des réserves de patience et de clarté qui vous servent quand cela compte vraiment. Ce n'est pas un processus confortable ni immédiat. Au début, c'est difficile, car le corps demande une réaction, l'esprit exige un exutoire, et l'environnement semble récompenser les plus bruyants. Mais observez attentivement. Ceux qui dirigent vraiment leur vie, ceux qui parviennent à maintenir une vision à long terme, sont ceux qui ont appris à résister à la tentation de répondre à chaud. La discipline commence dans ces microsecondes de retenue, lorsque vous choisissez de ne pas vous justifier, de ne pas attaquer, de ne pas tomber dans le jeu de l'autre. Respirez profondément, regardez vos mains, sentez le poids du moment. Là réside la différence entre celui qui se noie dans ses émotions et celui qui les utilise comme matériaux de construction. Celui qui réagit perd, celui qui décide gagne. Ne confondez pas réaction et force. La véritable force est de savoir attendre, d'utiliser la pause comme un bouclier et comme un filtre. Personne ne regrette de s'être retenu lorsque l'impulsion était destructrice. Le contrôle de soi est la base de toute transformation profonde. Parfois, ce que vous pouvez faire de plus courageux, c'est de ne rien faire. Maîtriser vos impulsions est le premier pas pour maîtriser votre destin. 5. Faites de la discipline sans chercher de reconnaissance. La reconnaissance est la drogue la moins chère et la plus addictive qui existe. Si tu cherches des applaudissements pour te mettre en marche, tu as déjà perdu.
Attendre que quelqu'un te célèbre pour faire ce que tu dois faire est la recette parfaite pour stagner et devenir un parmi tant d'autres. La plupart des gens ne sont pas disciplinés, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils ne peuvent soutenir l'effort que lorsque quelqu'un regarde, lorsqu'il y a des témoins, lorsqu'il y a la promesse d'une récompense immédiate. C'est ainsi que tu deviens dépendant, fragile, facile à manipuler. Tu t'entraînes à répondre à la récompense, pas à ce besoin intérieur de te surpasser. Le monde est rempli de personnes qui n'agissent que lorsqu'il y a des yeux sur elles, mais s'éteignent dès que les projecteurs disparaissent. C'est la racine de la médiocrité. Tu as besoin de témoins pour valider chaque étape, et au fond, tu crains que personne ne remarque si tu t'améliores en silence. Mais la vraie discipline est invisible. C'est ce que tu fais quand il n'y a pas de public. C'est le travail que tu ne partages pas sur les réseaux. C'est la constance que personne n'applaudit parce que personne ne la voit. Si ton moteur principal est la reconnaissance, prépare-toi à échouer chaque fois que tu ne reçois pas suffisamment d'attention. Personne ne te doit des applaudissements pour faire ce qui t'incombe. Fais le travail, point. Fais-le même si personne ne te félicite, même si personne ne te regarde, même s'il n'y a pas un seul mot d'encouragement à la fin de la journée. C'est la différence radicale. Ceux qui changent vraiment leur vie sont prêts à répéter le processus 100 fois en privé avant de montrer un seul résultat en public. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que la validation externe est volatile, mais que la solidité interne se construit dans l'ombre, sans témoin, sans médaille. La discipline qui compte est celle que tu maintiens quand la fatigue pèse, quand l'environnement ne soutient pas, quand la tentation d'abandonner semble raisonnable et que personne ne saura si tu échoues. Tu n'es pas spécial pour faire ce que tu dois faire. Personne ne te doit de reconnaissance pour avoir choisi ce qui est juste. Le mérite réside dans l'insistance juste au moment où ton esprit te supplie de t'arrêter, quand il n'y a ni récompense ni reconnaissance, juste la satisfaction brutale de ne pas te trahir toi-même. Le plus grand piège est de faire les choses en attendant de la gratitude ou de la visibilité. C'est ainsi que tu deviens esclave du regard des autres et, pire encore, que tu rends tes progrès dépendants de l'attention externe. Chaque fois que tu conditionnes ta discipline à l'approbation, tu la rends instable, fragile, inutile à long terme. Veux-tu être différent en 2026 ? Commence par comprendre ceci. La vie ne récompense pas ceux qui demandent de la reconnaissance, mais ceux qui se tiennent dans l'obscurité. Les résultats solides naissent de l'effort silencieux, du sacrifice que personne ne compte, de la douleur que personne n'applaudit. Accepte que le travail acharné ne se voit pas toujours, ni ne se célèbre. Accepte que le chemin de la discipline se parcourt dans la solitude, sans like, sans commentaires, sans applaudissements. Fais de la discipline comme si personne ne devait jamais le savoir. C'est le filtre ultime. Si tu ne peux soutenir l'effort que lorsque tu le rends public, tu n'as pas de discipline, tu as une dépendance émotionnelle. Construis des habitudes qui ne dépendent pas de la validation. Construis des processus qui n'ont pas besoin de témoins. Le caractère se démontre en privé, pas sous les projecteurs. Fais ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que tu attends une récompense. Si cela te fait mal de ne pas recevoir de reconnaissance, mieux vaut que cela te fasse mal maintenant et que tu apprennes que d'attendre toute ta vie un applaudissement qui n'arrive jamais. La discipline silencieuse vaut plus que 1000 ovations vides. La vraie différence est faite par ceux qui s'exigent plus que ce que le monde attend. Tu n'es pas tes réalisations publiques, tu es tes habitudes cachées. La reconnaissance est éphémère, la transformation est permanente. 6. N'explique pas tes limites, applique-les simplement. Personne ne respecte celui qui a besoin de justifier chacun de ses limites. C'est la vérité inconfortable. La plupart des gens dépensent plus d'énergie à expliquer pourquoi ils disent non, pourquoi ils s'éloignent, pourquoi ils n'acceptent pas les règles que les autres imposent, qu'à simplement maintenir le limite et c'est tout. C'est un mécanisme appris très tôt. Tu crains de déplaire, tu crains d'être traité d'égoïste, tu crains d'être rejeté pour ne pas céder, alors tu te lances dans de longues et maladroites explications.
comme si ton droit à te protéger avait besoin d'une autorisation ou d'une justification. Il y a une peur profonde d'être mal compris, de porter la culpabilité de ne pas plaire, de perdre l'acceptation de ceux qui t'entourent. Mais chaque fois que tu tombes dans ce jeu de te justifier, tu renforces l'idée que tes besoins sont négociables ou que tu dois demander pardon pour défendre ton espace. Ainsi, tu t'épuises. Ainsi, tu deviens un otage émotionnel de la réaction des autres. À l'intérieur, il y a un dialogue constant. Est-ce que je n'exagère pas? Et s'ils sont offensés, que vont-ils penser si je mets cette limite? Cette insécurité est ce qui te fait douter, ce qui affaiblit ta position et, au fond, ce qui permet aux autres de franchir tes frontières encore et encore. Ce n'est pas seulement une question d'éducation ou de cordialité, c'est une fracture dans la confiance en soi, un manque d'entraînement à dire non sans culpabilité, sans fioriture, sans détour. Chaque explication que tu donnes est une invitation à négocier la limite, à te presser, à remettre en question ta décision. Et le pire, c'est que souvent, tu n'es même pas conscient de quand tu remets le contrôle. Tu le fais presque automatiquement, poussé par le désir d'éviter le conflit, comme si ta valeur dépendait de l'approbation ou de la compréhension extérieure. Mais comprendre cela est vital. Celui qui sent qu'il doit se justifier pour poser une limite, c'est qu'il n'a pas encore compris son propre droit à exister sans demander la permission. Dans la vie réelle, cela se voit dans le quotidien. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas, tu prends des appels qui te drainent, tu écoutes des problèmes d'autrui qui ne te concernent pas, tu fais des heures supplémentaires juste pour ne pas dire que tu ne peux pas. Et quand tu oses enfin mettre un frein, tu te précipites à expliquer chaque détail comme si ton bien-être devait être voté par les autres. L'épuisement ne vient pas seulement des autres, mais de l'effort interne de te convaincre que tu as le droit de décider jusqu'où tu vas. La véritable discipline émotionnelle est de cesser de négocier tes limites avec ceux qui ne les comprendront jamais. Il y a une phrase que tu devrais te tatouer mentalement. Celui qui s'explique trop s'affaiblit. Tu n'as pas besoin de discours pour protéger ta paix. Tu n'as pas à détailler des raisons, ni à demander l'approbation pour prendre soin de tes priorités. La fermeté se démontre dans les actes. Tu dis non et tu le maintiens. Tu prends de la distance et tu ne la justifies pas. Tu mets une frontière et tu ne l'embellis pas d'excuses. Les gens respectent ce qui n'est pas discuté. Et oui, il y aura de l'inconfort, peut-être du rejet, même des jugements. Mais la tranquillité qui naît de maintenir tes limites sans explication est bien plus grande que l'anxiété d'essayer de plaire à tout le monde. L'autorité sur ta vie se consolide dans le silence, par des actes, pas par des discours. Chaque limite trop expliquée est une fissure dans ton propre respect. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Si ta limite est claire pour toi, c'est suffisant. N'explique pas, applique-la. 7. Transformez la douleur en moteur de progrès. Vous vous réveillez et le premier souvenir qui apparaît est ce malaise sourd dans votre corps, cette gêne persistante qui ne s'efface ni avec le café ni avec la meilleure playlist. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est l'accumulation de petites déceptions, de pertes récentes, de mots qui ont fait plus de mal que vous ne l'avez admis, d'opportunités qui se sont échappées quand vous en aviez le plus besoin. La douleur, bien qu'elle soit silencieuse et apparemment invisible, pèse plus que n'importe quel sac à dos. Elle s'installe dans la nuque, dans l'estomac, dans la façon dont vous froncez les sourcils ou dans la difficulté que vous avez à commencer la journée. Beaucoup essaient de la minimiser ou de se distraire, d'autres tentent de la déguiser avec de l'humour. Certains en font une excuse pour abandonner. Mais la vérité est que la douleur ne disparaît pas en la niant. Elle se transforme simplement en un fardeau caché qui limite chaque décision. Et voici le premier point clé. La douleur est inévitable, mais ce que vous en faites est votre choix. Il existe un mécanisme mental qui s'active face à toute expérience douloureuse, l'impulsion de fuir, de se plaindre ou de chercher des coupables. C'est une défense primaire, presque automatique, mais terriblement coûteuse. Chaque fois que vous choisissez le chemin de la plainte, la douleur se recycle. Elle passe d'un signal utile à une prison émotionnelle.
En revanche, lorsque vous prenez le temps d'analyser d'où vient cette douleur et à quoi elle sert, la douleur peut devenir un outil stratégique, un filtre qui sépare ce que vous devez changer de ce que vous devez simplement laisser aller. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau d'analyse. Ils restent bloqués à la surface, piégés dans des récits de victimes, attendant que quelque chose d'extérieur résolve leur inconfort. Mais la douleur bien utilisée est une carte. Elle indique les fractures dans votre caractère et les points faibles de vos habitudes. Ce n'est pas la souffrance qui vous freine, c'est votre utilisation inefficace de celle-ci. La clé est de changer votre relation avec la douleur. Si vous la voyez comme un ennemi, elle vous affaiblit. Si vous la voyez comme un maître, elle vous pousse. Le processus n'est ni confortable ni rapide. Il nécessite de regarder en face ce qui fait le plus mal et de vous demander avec une brutalité honnête quelle décision vous avez retardée, quelles limites vous n'avez pas fixées ou quelle discipline vous n'avez pas maintenue. La douleur indique avec une précision chirurgicale vos domaines à améliorer, les zones non entraînées de votre vie. Et la seule véritable erreur est de gaspiller cette information. Transformer la douleur en moteur implique une décision consciente. Cessez de l'utiliser comme excuse pour l'inaction et commencez à l'utiliser comme carburant pour le progrès. Personne ne progresse sans inconfort soutenu. Personne ne se transforme en évitant le malaise. La douleur est le prix d'une version plus forte de vous-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui répètent le même cycle réside dans la capacité à traiter la douleur et à en extraire une décision concrète. La compassion mal comprise ne fait que perpétuer le statu quo. La discipline émotionnelle consiste à vous demander chaque jour « Que me demande cette douleur ?» et ensuite agir, même si cela fait plus mal au début. La croissance personnelle ne se produit pas en l'absence de douleur, mais dans la gestion stratégique de celle-ci. Si vous parvenez à transformer ce malaise en un rappel quotidien de ce que vous pouvez encore améliorer, la douleur cesse d'être un obstacle et devient un moteur. Celui qui apprend à utiliser la douleur comme signal d'ajustement ne reste jamais longtemps au même endroit. Oubliez d'attendre le moment parfait, la motivation idéale ou le soulagement immédiat. Rien de tout cela n'existe. La vie ne récompense pas ceux qui souffrent en silence, mais ceux qui transforment la souffrance en mouvement. La douleur n'est pas une punition, c'est le rappel qu'il y a encore de la place pour grandir. Ce qui vous pèse aujourd'hui peut vous propulser demain. La différence réside dans ce que vous décidez de faire avec ce que vous ressentez. La douleur est inévitable, le statu quo est optionnel. 8. Agis avec cohérence. Ne te mens pas à toi-même. Je me suis surpris à rester immobile devant le miroir, observant un geste que je connais trop bien. La mâchoire serrée, le regard fuyant, les épaules légèrement affaissées comme si j'essayais de cacher un poids invisible. C'est ce moment où l'esprit commence à fabriquer des excuses pour ne pas faire ce que je sais que je dois faire. Là, dans cette pause, je découvre l'habileté involontaire que j'ai à me justifier, à orner mes petites trahisons quotidiennes d'arguments qui semblent logiques, mais qui, si je les démonte, ne sont rien d'autre que des procrastinations déguisées. Je me dis que ce n'est pas le meilleur jour, que j'ai besoin de plus d'informations, que je le ferai sérieusement demain. Et je remarque comment, avec chaque phrase, je m'éloigne un peu plus de la personne que j'affirme vouloir être. L'auto-illusion n'est pas toujours un mensonge explicite. Souvent, c'est ce soupir profond, ce demi-sourire forcé, ce rituel silencieux de reporter l'urgence avec de petites concessions qui s'accumulent. Au final, ce qui reste est une sensation dense dans la poitrine et la certitude inconfortable que personne ne me voit, mais je sais tout. Être cohérent n'est pas un acte d'héroïsme, c'est un exercice quotidien d'honnêteté brutale. C'est regarder les décisions concrètes que tu prends, ce que tu manges, ce que tu remets à plus tard, ce que tu permets, ce que tu tolères, et les comparer à ce que tu prêches, à ce que tu rêves, à ce que tu revendiques tout bas et sur les réseaux. Le corps envoie des signaux. Tu sens l'estomac serré chaque fois que tu fais une promesse sans réelle intention de la tenir.
La gorge se dessèche quand tu mens sur ton processus. Le dos se tend quand tu ignores cette tâche que tu as juré de résoudre aujourd'hui. L'auto-illusion est une dette silencieuse. Elle se paie sous forme d'insatisfaction quotidienne et de respect de soi érodé. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux tromper le monde un moment, mais tu ne peux pas tromper ton corps ni ta mémoire. Dans la vie quotidienne, l'incohérence se remarque dans les détails les plus simples. Tu dis que tu veux de l'ordre, mais ton bureau est un chaos. Tu assures que cette année sera différente, mais tu répètes les mêmes rituels de procrastination, les mêmes conversations vides, les mêmes pensées circulaires que tu as promis de laisser derrière. Le langage corporel ne ment pas. Tu évites le contact visuel quand tu justifies tes échecs, tu croises les bras quand tu sais que tu cèdes à une habitude que tu as juré de couper. Il ne s'agit pas de perfection, mais de décision. Chaque fois que tu choisis d'agir contre ce que tu défends, ta volonté s'affaiblit un peu plus. Personne ne échoue à cause d'une grande erreur, mais à cause de centaines de petites incohérences qui se normalisent jusqu'à anesthésier l'inconfort. La cohérence fait mal parce qu'elle exige que tu cesses de te raconter des histoires, que tu regardes en face le décalage entre ce que tu déclares et ce que tu fais. La transformation commence lorsque les faits cessent d'être négociables. Il n'y a pas de changement réel sans inconfort. Si ton processus ne te dérange pas, c'est probablement du pur théâtre. La version de toi que tu veux construire ne se forge pas avec des intentions, elle s'entraîne avec des décisions inconfortables, avec des actes concrets que tu maintiens, même si personne ne les voit. Prends soin de tes contradictions. C'est l'une de ces phrases que tu devrais avoir tatouée sur le front, car chaque fois que tu l'évites, le poids de l'insatisfaction silencieuse augmente. La seule façon de sortir du cycle de l'auto-illusion est de surveiller tes propres actes avec la même rigueur que celle avec laquelle tu juges les autres. Il ne suffit pas de savoir ce que tu devrais faire. Tu dois le montrer dans les faits, dans les heures que personne n'observe, dans les détails que toi seul connais. Le respect de soi se construit en privé. Personne ne peut te donner de la cohérence. C'est une discipline qui s'entraîne tous les jours devant le miroir et dans les décisions que tu prends quand personne n'attend rien de toi. La cohérence ne se crie pas, elle se démontre. Ne te mens pas à toi-même. Chaque excuse est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la vie que tu pourrais avoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.